Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de notre podcast Aux urnes citoyens. Aujourd'hui, nous sommes chez l'ancien ministre et député, proche de Walid Jumblat, qui n'est pas membre de son parti, mais qui fait partie de son bloc. Marouane Ahmedé, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes chez vous et je suis chez moi, à Lorient le Jour. Vous êtes en effet un ancien de Lorient le Jour. Vous avez été député pendant 30 ans. Vous avez démissionné après la double explosion du 4 août 2020. Aujourd'hui, vous vous présentez à nouveau. Pourquoi ? Parce que je veux faire bloc face à la mainmise du Hezbollah et du bloc aouniste sur la montagne, très clairement. Et je pense que, bien que nous ayons formé au départ une liste de jeunes, M. Jumblat et moi-même avons réalisé qu'il fallait faire bloc et qu'il devait y avoir des anciens dans une bataille qui était la bataille de la survie du Liban ou de sa disparition totale. Et donc, le dernier carré de la résistance à l'hégémonie du Hezbollah, c'est le mont Liban, avec ses différentes composantes. Mais la montagne druso-chrétienne est essentielle. C'est là que s'est fait le premier Liban, le petit Liban. C'est là que le Liban s'est agrandi, à l'époque de Fakhreddin, a débordé sur la Syrie. Et c'est là aussi que c'est là que le cœur du Liban, des émirs à la République, d'ailleurs ce n'est pas un hasard que le Chouf abrite la résidence d'été du chef de l'État, cette région doit tenir le coup. Si nous subissons le joug de cette influence iranienne qui se traduit par la suprématie des armes non légales face à l'armée libanaise, forte sécurité, avec le déni total de justice qui existe dans le pays, je pense que nous aurons rendu les armes et rendu l'âme. On va revenir tout au long de l'interview largement sur cette question, la question du Hezbollah. J'aimerais un petit peu rebondir sur vos propos. Est-ce que vous pensez que ce discours, il est encore audible aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que pour toute une génération qui a manifesté, y compris dans la montagne, un petit peu pour avoir une des nouvelles personnalités politiques, avec une forme de dégagisme, est-ce qu'ils peuvent encore entendre ce discours de « ma présence est nécessaire pour faire bloc » ? Écoutez, les gens n'ont pas manifesté pour une nouvelle classe politique. Ils ont manifesté pour un nouveau Liban. Le nouveau Liban peut être fait et doit être fait par les jeunes. Mais le Kellon Yani Kellon, il pointe du doigt la classe politique. Le Kellon Yani Kellon est retombé sur ceux qui l'ont lancé. Parce que d'abord, ce n'est pas Kellon Yani Kellon. Moi, je ne suis pas un homme corrompu. Je suis locataire ici, à Beyrouth. Je n'ai pas de palais dans la montagne. Il y a une vieille résidence des Hamadés qu'on hérite depuis 400 ans. Et je refuse absolument cette appellation qui a été utilisée de manière totalement débridée par des jeunes et des moins jeunes, mais aussi par des forces politiques gauchisantes mais qui n'étaient plus à gauche, et évidemment par le Hezbollah, pour qui la destruction aussi des politiciens libanais, même ceux valables, fait partie de cette mise à nu de l'État libanais. Et en définitive, Kellon s'est terminé par quoi ? C'est pas la classe politique qui a disparu. Ce qui a disparu, c'est toutes les institutions du Liban, de la présidence de la République, au gouvernement, à la Chambre, à la justice. Pardon, c'est pas lié au soulèvement du 17 octobre, ça ? Non. C'est une lente désintégration. Non, mais le soulèvement du 17 octobre devait s'adresser à deux
devait aller vers deux objectifs. Le rétablissement de la souveraineté du Liban et l'arrêt de la corruption et la réforme du Liban. Il a totalement oublié à ses débuts La question de la souveraineté. responsabilité du déni de souveraineté, de l'absence de la souveraineté du Liban dans ce qui a été le coup de grâce aux institutions libanaises et donc qui a lâché la bride à la corruption totale, surtout, et là je m'y tiendrai, sous le régime du général Michel Aoun, qui a pactisé avec le diable au service de son gendre. Le diable étant le Hezbollah. Absolument. Mustapha Allouche, l'ancien vice-président du Coran du Futur, dans le cadre de ce podcast, nous a dit « Nous avons échoué. Nous devons reconnaître que nous avons échoué. » C'est un aveu qui est très rare de la part d'un responsable libanais. Est-ce que vous, aujourd'hui, alors que le Liban est en miettes, vous considérez que vous avez échoué? Non, moi personnellement, j'estime que j'ai, si vous voulez, exercé mes responsabilités, mon devoir, dans les ministères que j'ai occupés, à la santé. Et c'était le moment où on a refait la santé du Liban. Tous les hôpitaux publics du Liban aujourd'hui, y compris l'hôpital universitaire de l'État, l'hôpital Hariri, ont été faits. Les premières pierres ont été posées par moi. Le code de déontologie a été fait par moi et avec professeur émérite qui était Fouad Boustani. J'estime qu'à l'époque où j'ai été également ministre des Télécoms, j'avais réussi à faire des télécoms ce qu'on appelait le pétrole du Liban, jusqu'au moment où, parce que j'ai demandé au Hezbollah de ne pas faire un réseau parallèle, comme il a fait un réseau parallèle sur le plan militaire, il a créé un réseau parallèle sur le plan des télécoms, et quand on s'est heurté à lui, il a envahi Beyrouth et essayé d'envahir la montagne, dont d'ailleurs je suis très fier que nous l'ayons repoussé. Vous faites référence aux événements de 2008. Oui. Est-ce qu'au-delà de votre bilan personnel, collectivement, il n'y a quand même pas un échec? Enfin, il y a un échec. On est dans un pays aujourd'hui en miettes. Oui, il y a un échec d'abord d'un système politique qui devait s'ouvrir vers l'avenir. Et je crois que les leçons des révoltes de 1958, la guerre civile, d'abord la guerre des 2 ans, qui était plutôt une guerre civile avec un seul acteur qui était surtout palestinien et libanais, 2 acteurs, puis la guerre du Liban après 82, après l'invasion israélienne, est devenue une sorte de guerre presque mondiale, une manifestation de la guerre froide entre les Américains, les États-Unis et l'Union soviétique, qui était encore là, jusqu'en 89. Donc, ces périodes-là, nous ont administré une leçon, c'est que le système confessionnel tel qu'il était ne pouvait plus fonctionner. Ne pouvait plus fonctionner parce que, d'une part, les communautés musulmanes réclamaient la parité qu'ils n'avaient pas, alors que la démographie était galopante de leur côté, et les communautés chrétiennes réclamaient à juste titre des garanties sur la pérennité du Liban et leur sécurité en tant que minorité essentielle, d'ailleurs sans laquelle le Liban n'aurait pas été créé et n'aurait pas survécu. Et aujourd'hui, s'il est en jeu, c'est surtout l'avenir des chrétiens qui est en jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'histoire n'est pas en train de se répéter dans le sens où la communauté chiite réclame peut-être plus de poids dans les institutions et que ce soit les sunnites, les druzes ou les chrétiens, lui répondent « tant que tu as tes armes, il est hors de question de parler de tout ça ». Écoutez, les druzes dans toute cette équation, dans toute cette équation, c'est une toute petite communauté, agissante, se défendant quand il le faut, mais une petite communauté, donc qui n'inquiète personne au point de vue démographique. Revenons aux autres communautés. D'abord,
le fait est établi que personne, aucune communauté libanaise et aucun parti libanais, et de ce fait, aucun groupe d'officiers libanais, parce que tout de suite l'atteinte communautaire leur est affublée, ne peut contrôler le Liban et asseoir une hégémonie monochrome du Liban. Les Druzes l'ont essayé il y a 300 ans, avec le sabre, etc. C'était la montagne, on appelait la montagne des Druzes. Bon. Puis, ils ont été rattrapés par la démographie, d'abord chrétienne, ensuite musulmane, mais d'abord chrétienne, et par les niveaux de vie, de l'éducation, l'hygiène, tout ce qui faisait à l'époque le développement. Et s'est installé, également avec des développements régionaux et internationaux, l'hégémonie chrétienne, qui, avec l'indépendance, qu'on a appelée, si vous voulez, le maronitisme politique. En fait, c'était une sorte d'alliance entre diverses communautés avec une hégémonie maronite. Elle n'a pas survécu à justement ce développement aussi qui fait qu'à un moment donné, les sunnites, forts du nassérisme glorieux dans la région, de la révolution palestinienne qui leur a fourni d'abord une cause, puis des armes, ont cru qu'eux domineraient le Liban. Puis l'invasion israélienne est intervenue et le régional aidant aussi, c'est les chiites qui petit à petit ont pris malgré l'entracte de Taïf. L'entracte de Taïf a peut-être donné des pouvoirs politiques à toutes les communautés au Conseil des ministres et principalement au président du Conseil des ministres, à l'occasion où il y a eu un homme exceptionnel, Rafi Hariri. Mais tous les présidents du Conseil des ministres ne sont pas les mêmes, comme tous les présidents de la République d'ailleurs. Et ils ont eu des pouvoirs de façade, puisque l'hégémonie était syrienne, ceux qui avaient les armes, qui avaient peu d'armes, mais qui ont développé cela sous un autre flambeau, un oriflamme, la résistance, la libération de la Palestine, c'est le Hezbollah. Et à ce moment-là, à l'hégémonie syrienne, s'est substitué l'expansionnisme iranien avec comme instrument de base le chiisme libanais. Personne ne peut durer. Vous disiez le système politique est en crise. Oui, absolument. Comment on y répond à cette crise? Est-ce que ça passe, je reformule un peu ma question, oui, par une nouvelle répartition, un nouveau rééquilibrage communautaire, ou on se lance dans une idée peut-être plus progressiste qui serait la déconfessionnalisation des institutions? Oui, il faut déconfessionnaliser. Mais vous ne pouvez pas déconfessionnaliser d'un coup. Moi, j'étais à gauche, j'étais pour le laïcisme total, la laïcité de l'État libanais. Puis, il faut se rendre compte que ce qu'on a entre les mains ne correspond pas tout à fait à nos rêves, nos aspirations, les valeurs que nous avons acquises dans notre parcours, d'abord scolaire, puis universitaire, puis académique, puis politique. Vous voulez dire qu'il y a une réalité du pays qui est communautaire? Qui est communautaire, mais à travers laquelle des aménagements qui avaient été prévus par Taïf, et c'est là où je reviens sur un axiome réel, c'est qu'il faut revenir à Taïf et le développer tout de suite. D'abord l'appliquer. À Taïf, il y avait une fenêtre sur la déconfessionnalisation, puisqu'on avait aboli le confessionnalisme, sauf dans les postes de première catégorie, pour laisser quand même des garanties à un moment donné. Mais c'était provisoire, et l'article 95 de la Constitution prévoit cela. Il y avait une fenêtre qui disait déconfessionnalisation de l'administration, il y avait le bicaméralisme qui était institué. Avec un Sénat qui représentait les communautés. Rassurerait les communautés. Et ça, vous y êtes favorable? Absolument. Vous pensez que le Liban a besoin de deux chambres? Nous ne sommes pas les plus effrayés. Ceux qui sont les plus menacés, ce sont les communautés chrétiennes, auxquelles il faut donner et des garanties
et l'assurance que le Liban demeure, qu'ils ont toujours dans ce Liban la part qui leur revient. Marwan Ahmed, aujourd'hui, le Liban vit une crise identitaire. Certains Absolument. l'appellent systémique. Vit une crise évidemment politique profonde et vit également une crise économique et financière qui vient, selon les experts, selon les économistes, en partie de l'héritage de la fille Hariri. Explosion de la dette publique, clientélisme à grande échelle. D'abord, la dette publique a toujours été gérable, bien que personne ne nous ait aidés à la reconstruction, sauf l'Arabie Saoudite, les Émirats et Qatar, et pas à travers un fonds international, directement par des donations. C'est eux qui ont construit des écoles, des hôpitaux, des autoroutes. Il faut reconnaître cela. Tout ce qui a été reconstruit après la guerre civile, compris l'électricité, le port, un nouvel aéroport, la cité sportive, les autoroutes, tout cela a été par Rafik Hariri. Personne n'a planté un clou depuis l'assassinat de Rafik Hariri. C'est pour cela, je dis à tous ceux qui disent c'est lui qui a accumulé la dette, je dis non, c'est lui qui a construit. Et vous, à partir de ce qu'il a construit, vous avez fait déraper l'État, vous l'avez mis sous l'hégémonie d'un parti armé, qui a assassiné le meilleur de la classe politique. Ceux qui ont manifesté aujourd'hui, même le 17 octobre, n'étaient pas meilleurs que Gebran Twaini, que Pierre Jmaïl, que Samir Kassir, que Georges Haoui. Eux étaient plus modernes qu'eux, à mon avis, parce qu'ils ont vu le danger. Le danger vient de quand la souveraineté est bafouée, l'économie s'en va. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est là que vous avez comme résultat une révolution très belle du 17 octobre qui finit par 50 listes à travers le Liban, dont certaines sont totalement inféodées aux non-souverainistes. Ne nous leurrons pas. Ils ont été infiltrés par le Parti communiste, pas le vrai Parti communiste, puisqu'on a tué l'icône du Parti communiste au début, avec Georges Haoui. Un Parti communiste inféodé aux Syriens et à Hezbollah. Aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec les communistes français ou les socialistes internationaux, ou n'importe quoi. Rien. Des décennies plus tard, oui. Vous ne vous dites pas, on aurait pu faire les choses autrement. On aurait dû... Sans absolument nier le contexte. Non, à mon avis, il y a eu... l'occupation syrienne, puis la montée en puissance du Hezbollah. L'occupation syrienne, on s'en est débarrassé en avril 2005. Mais on n'a pas su affronter l'ersatz. Les Syriens ont laissé depuis 1992, depuis le moment où on a dissous les milices. J'étais dans le comité ministériel qui a dissous les milices et qui a pris les armes, les a rendues à l'armée. Bon, les forces libanaises, Amal, le PSP ont rendu les armes. Mais pas le Hezbollah. Pas le Hezbollah, sous un prétexte que nous avons accepté, peut-être à tort à ce moment-là, mais il y avait toujours l'occupation israélienne sur une partie du Liban Sud. Donc nous avons laissé dans ce contexte les armes de la résistance, pas les armes de l'hégémonie sur le Liban. Mais dès qu'Israël s'est retiré... Il y avait une naïveté de votre part à l'époque ? Pas une naïveté. Je parle en général, pas... Pas une naïveté. Nous pensions que nous pouvions, dès le départ des Israéliens, nous adresser à la partie de nos frères chiites. Pas à Amal. Il y a peut-être beaucoup de voyous chez Amal. Il y a peut-être beaucoup de corruption chez Amal. Mais Amal était resté dans la ligne de l'imam Moussa Sadr, une ligne libanaise. C'est-à-dire, Afouaj al-Muqawm al-Lubnaniya, c'était les vagues, l'Afouaj, pas les vagues, les Afouaj, les régiments de la résistance libanaise. Mais
Amal a été assassiné par le Hezbollah. Ses chefs ont été tués. Sa milice a été désarmée par élimination au Klim Tefah, à Tyr, au sud et dans la banlieue. Donc, il y a eu deux temps, la mainmise sur la communauté chiite et la mainmise sur le Liban. Et je peux vous dire, là, que à cette époque, en l'an 2000, quand Israël s'est retiré, le patriarche Sfer était le premier avec les évêques, avec Kornet Shahwan, avant les musulmans, à dire, maintenant Israël est parti, l'ennemi est sorti, c'est le temps du frère de sortir. C'était les termes qui étaient utilisés. Walid Jumblat s'est associé à cela. Il a été menacé de mort par Asim Khan en pleine chambre des députés. Est-ce qu'en 2005, après l'assassinat de Rafi Hariri, après la révolution du Cèdre, vous avez sous-estimé le rôle, le poids que pourrait prendre le Hezbollah dans les années à venir? Est-ce que ce qu'on a appelé l'accord quadripartite lors des élections législatives de 2005, avec du recul, vous ne dites pas c'était une erreur? Si, c'était une erreur. On aurait dû assumer l'affrontement. C'était une erreur. Mais la grande erreur était que nous n'avions pas vu venir ce qui était déjà scellé auparavant, Qui est? C'est-à-dire un pacte diabolique entre le mouvement aouniste, les Syriens et le Hezbollah. Moi, je me souviens, j'étais encore sur ma chaise roulante après l'attentat dont vous avez été victime. J'ai été victime. Nous étions allés à Paris voir le général Aoun pour lui demander de rentrer. Très courtoisement, il est venu me rendre visite à l'hôtel au lieu que j'aille chez lui, bien que lui est un ancien Premier ministre, etc., parce que j'étais à ce moment-là infirme, si vous voulez. Et 2 mois auparavant, il avait scellé un accord avec le pouvoir syrien. Et alors que nous demandions son retour avait déjà été avalisé par les autres. Et donc, l'accord quadripartite est à la fois l'enfant de 1989, c'est-à-dire de l'attitude du général à l'égard de Taïf, qui coïncide toujours avec l'attitude du Hezbollah, l'écart de Taïf. N'oublions pas. Vous voulez dire que les deux parties sont hostiles à Taïf? Oui. Et en 89-90, c'est pas, il y avait déjà le Hezbollah. Mais le Hezbollah était hostile. Nabi Berri est allé avec Taïf. Chez les chrétiens, les forces libanaises, le patriarche était avec Taïf. Chez les Druzes, le PSP et la bourgeoisie musulmane. Il n'y avait plus de milices musulmanes puisque les Mourabitoun avaient été éliminés. Ce qui s'est passé, le grand crime commis contre l'accord, le nouveau pacte national, a été commis par cette vision fasciste et une ambition sans borne du général. Et il a déclenché 2 guerres. Une guerre contre la Syrie, soi-disant guerre de libération, alors qu'il négociait, à travers d'autres, sa présidence. Et c'était une guerre contre Beyrouth-Ouest et contre les régions musulmanes. Et la guerre d'annulation ou d'annihilation des forces libanaises. Et la communauté chrétienne qui aurait dû venir à Taïf en parité avec les musulmans est arrivée avec son armée défaite par les Syriens, parce que monsieur le président qui voulait la présidence, le vizir qui voulait devenir calife, a lâché ses soldats, est parti. Il a laissé une milice exsangue, parce qu'il s'était bien battu, l'armée et les forces libanaises, une armée
défaite avec 200 ou 300 morts devant le palais de Babda et dans les collines de Jamhour, alors que les musulmans, qui comptent souvent d'abord sur ce statut chrétien qui leur donne une immunité. Les chrétiens sont d'habitude plus audacieux à l'égard du monde arabe que les musulmans. Il faut dire les choses comme elles sont. Dès qu'ils ont vu les chrétiens en déroute, les Syriens ont mis les musulmans dans leur poche. Et c'est comme ça que Taïf a été faussé. C'est comme ça que des clauses principales n'ont pas été respectées. La présence syrienne... Pour vous, c'est l'origine de la crise qu'on vit actuellement. Oui. Elle a enfanté 2005. En 2005, j'étais dans la négociation avec le courant du général Hond pour les listes électorales. Partout, il essayait de bloquer. À tel point que finalement, sous l'insistance du monde entier qui disait « élection à tout prix » après le départ des Syriens, il y a eu cet accord quadripartite qui était une erreur majeure. Et ce qui prouve que c'était une erreur majeure, c'est que le Hezbollah, qui était dans cet accord quadripartite, a continué les assassinats. Il a essayé de tuer Ilyas el-Mor, ils ont essayé de tuer Maïchidia, ils ont assassiné Gebran, ils ont tué Pierre Jmaïl, Walid Aïdo et son fils, ils ont tué ceux qui enquêtaient là-dessus, Wissam Aïd, Wissam Hassan, ils ont tué Antoine Ghanem, un député pour le décompte du quorum, ils ont tué Mohamed Chatah, qui était le plus pacifique des hommes et celui qui avait l'approche la plus académique de la crise libanaise et qui essayait de résoudre. Et finalement, ils ont bloqué le Parlement, ils ont envahi Beyrouth, ils ont essayé d'attaquer la montagne, ils avaient entre-temps déclenché une guerre qui n'était pas une guerre pour rien, puisque cette guerre, il a dit, si j'avais su... Hassan Nasrallah... Vous parlez de la guerre de 2006. Il savait. Il s'attaquait à un corps israélien peu crédible, une armée incapable de faire une guerre générale et certainement perdante dans une guerre de maquis au Liban. Et finalement, on a accumulé toutes ces choses-là pour arriver à quoi ? Pour arriver à bloquer le tribunal international, à préparer des élections où chaque fois on imposait, malgré les majorités acquises, des gouvernements soi-disant d'union nationale, où M. Bassil a été 2 fois imposé comme ministre, malgré qu'il avait perdu les élections de Batroun à 2 reprises. Et on est arrivé à quoi ? On est arrivé à 2 ans et demi d'incurie totale de la présidence pour imposer le général. Si vous le voulez bien, on va aller maintenant au-delà du constat. On va essayer de réfléchir ensemble à la stratégie, à la réponse que vous pouvez apporter à ce problème. Parce que finalement, on remarque qu'il y a un dilemme depuis 2005. Les forces hostiles au Hezbollah ont tenté l'affrontement et ça a résulté, comme vous l'avez rappelé... Ils l'ont tenté pacifiquement. Ils l'ont tenté parce qu'on ne voulait pas le retour à la guerre civile. Et vous nous direz si vous pensez qu'il faut le tenter de façon différente. Non. Mais en tout cas, ça a mené à des blocages, à des assassinats. Oui, mais je pense que les armes ont été utilisées d'un seul côté. Et ils ont tenté le compromis. Saad Hariri a parlé de modus vivendi. Oui. Et ça a en partie contribué à la situation actuelle. Nous n'avons assassiné personne. Nous avons été assassinés. On aurait pu, en nous alliant avec un autre diable que l'Iran, un diable arabe ou un diable international, avoir des armes. Comme ça, vous obtenez des armes. Aujourd'hui, il faut absolument tracer, à travers les élections, une ligne. Justement, vous avez commencé par nous dire « je veux m'opposer, je veux faire un bloc ». Oui. On va partir d'une hypothèse. Demain, les forces hostiles au Hezbollah obtiennent une majorité au sein du Parlement. Ils vont peut-être pas ce que même le Hezbollah, aujourd'hui, selon nos informations, envisage. Je sais pas. Admettons qu'ils Il faut que les forces souverainistes et les forces du changement, celles du 17 octobre, soient salies
ensemble pour dire Hezbollah, Faddal, venez monsieur, réintégrer les Talibanais. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait en admettant qu'on l'obtienne de cette majorité? Le premier test, ça va être l'élection du chef du Parlement, le meilleur allié du Hezbollah, Nabih Berri. Est-ce qu'on élit Nabih Berri? Est-ce que vous élirez Nabih Berri? Ou est-ce que vous vous opposerez à son élection avec les possibles conséquences que ça implique? Écoutez, corruption mise à part, bande de voyous, pas oubliés mais occultés. Nabih Berri est resté pendant 20 ou 30 ans la devanture, si vous voulez, la vitrine civile Du Hezbollah. de Ou de la communauté chiite. Nabih Berri n'a plus appelé Bachar al-Assad depuis 2011. Nabih Berri n'a pas envoyé ses hommes combattre en Syrie. Nabih Berri n'est pas impliqué au Yémen. Nabih Berri est peut-être impliqué dans beaucoup de de louvoiseries libanaises, choses comme ça. Mais le jour où on va élire un président de la Chambre, moi j'aurais voulu élire un Yassine Jabir, ou peut-être un des jeunes qui pourrait, encore faut-il que sur les 29 ou 29 députés chiites qui vont être élus, il y en ait un qui ne soit pas Amal ou Hezbollah, qu'il y en ait un. Or, je doute que ceci se produise. Donc, à ce moment-là, je serai obligé de choisir le plus civil des chiites, sauf si je veux dire, je n'ai plus de chiites à la tête de la Chambre. Mais alors, comment on lui reprend les institutions? On reprend les institutions. D'abord, on refait un gouvernement qui n'est pas du tout un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire que vous refuserez d'entrer dans un gouvernement dans lequel le Hezbollah demande le tiers de blocage, non, tout ça ne doit plus exister. Et est-ce que c'est aussi la ligne de Walid Jumblat aujourd'hui? Oui. Ce qu'il doit y avoir, c'est probablement, ce que j'espère, un vrai gouvernement de technocrates. Tous ceux qui n'ont pas pu se présenter aux élections, tous ceux qui auraient dû être en tête de liste. Chez la Révolution, avant chez nous, et c'est là le reproche que je fais. Où est Ziad Baroud, par exemple? Mais vous savez que ça, c'est hors de question pour le Hezbollah. Alors, attendez, hors de question, qu'est-ce qu'il va faire? Utiliser les armes? Bloquer. Bloquer. Qu'il bloque? Il bloque actuellement en Irak. Donc vous préférez le vide? En Irak, oui. Vous préférez le vide à un gouvernement? Moi, j'avais dit à Saad Hariri, quand il a accepté de faire élire Michel Aoun, que le vide présidentiel était meilleur pour le Liban que de livrer la présidence de la Chambre et par conséquence le Parlement et la présidence du Conseil au Hezbollah. Mais ça a été un suicide. Depuis 2016, nous n'avons pas eu le courage, nous n'avons pas eu les genoux, je ne veux pas utiliser un autre terme, pour dire non. Chaque fois, on me disait « Ah, la paix civile est menacée ». La paix civile n'est pas nécessairement menacée. Parce que peut faire le Hezbollah? Il peut rentrer à Jounieh, il peut revenir à Beyrouth, il peut monter à Mouhtara, il peut aller à Zgharta. C'est pas vrai. Il peut peut-être faire assassiner des leaders politiques. Il peut peut-être terroriser des régions, comme ils ont fait en 2006-2007. Vous vous souvenez des voitures piégées à Ain Ala, à Jounieh? Marouane Ahmed, est-ce que vous nous dites là, c'est que vous êtes prêt à payer le prix oui. Parce à la fois institutionnel et peut-être humain, sécuritaire, de la bataille contre le Hezbollah. Je l'ai déjà Hezbollah. Payé, moi. Au-delà de votre cas personnel. Je l'ai déjà payé, et il y a eu une génération qui a tenu le coup. Puis il y a une génération qui a cédé. Parce que c'était plus facile de parvenir à la présidence du Conseil, d'avoir des postes ministériels, des ministères juteux ou souverainistes, que de dire non au Hezbollah. Moi, je n'aurais jamais accepté
de faire un gouvernement avec le Hezbollah après les actes d'accusation du tribunal de La Haye. Bon. Dès lors... Vous parlez de Saad Hariri. Je parle de Saad, là. Saad qui est comme... c'est le fils d'un frère à moi. Le fils d'un président du Conseil qui était hors pair dans sa manière de reconstruire. Comme Fouad Chab était hors pair dans sa façon de gérer et de créer des institutions. Mais à côté de cela, que de premiers ministres ont des faits et que de présidents de la République nous ont menés à des guerres civiles. Et donc, ce que je dis, il faut que la génération nouvelle prenne un peu d'histoire, qu'ils rouvrent leur manuel d'histoire. Ils ont voulu penser que le Liban commençait le 17 octobre. Ce n'est pas vrai. Le Liban date depuis des centaines d'années. Il y a des données immuables qu'il faut mettre dans une sorte de formule chimique qui a toujours été magique au Liban. C'est ça qui fait que le pape, le Vatican, même l'islam traditionnel, le bel islam que Al-Azhar représente, ou que les documents faits entre les muftis et le Vatican ont été faits. Mais le Liban, c'est une chose unique. C'est pas la crise économique en Argentine ou à Chypre ou en Grèce. Ces pays-là n'avaient pas perdu leur souveraineté. La Grèce n'avait pas une armée parallèle à son armée. Chypre était un gouvernement qui a pu gérer sa crise. Bon, les Turcs ont occupé depuis 1974 une partie de l'île, mais la partie indépendante de l'île, c'est-à-dire la République de Chypre, était entièrement et reste entièrement souveraine. Et c'est comme ça qu'elle a pu, avec l'aide de l'Europe et du FMI, résoudre sa crise. Mais nous, quelle crise on peut résoudre? Quelle crise économique? Je dis à tous ces jeunes, j'ai été jeune, j'ai manifesté avant eux, dans la gauche, etc., avec des frontières complètement ouvertes, laissées à l'avenant. Rien ne passe à travers ces frontières qui soient légales. Personne ne paye de droits de douane. Il n'y a que le Captagon et le hashish qui vont et qui viennent. Et les armes, bien sûr. Quand personne ne paye d'impôts, personne ne paye l'électricité, personne ne respecte un juge, personne ne s'arrête à un feu, la loi et les mœurs sont complètement effondrées. Marwan Ahmed, et je reviens un petit peu à ma question. Comment on la gagne, cette bataille? On la gagne en tenant bon. Ça, c'est la première étape. Oui, en tenant bon. C'est-à-dire d'abord à travers le vote des jeunes à travers leur liste, le vote des souverainistes à travers leur liste, pour dire à Michel Aoun, on ne va pas refaire un président à votre image, ni à celle de votre gendre, on va essayer de ramener un président chrétien, maronite, dont le Liban doit s'enorgueillir. Il y a une telle classe de gens... En 2009, le 14 mars, a obtenu la majorité. Le président Michel Sleiman était quand même, au fil de son mandat, plutôt favorable aux idées du 14 mars. Et ça n'a pas permis, pour autant, de gagner la bataille. Ça n'a pas permis... Ils ont flanché. Donc, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont flanché devant les promesses de gouvernement, de ministres, de facilité. Ils ont flanché. Et à cause de la peur, beaucoup ont eu peur. N'oublions pas que les assassinats sont arrêtés avec Mohamed Chatah. En 2013. Oui. Et ensuite, rien. Mais depuis 2013, tout le monde lève les bras. C'est honteux. Lokman Slim. C'est honteux. C'est honteux. Ces compromis qui étaient des compromissions. C'est pas permis. Et ça aboutit à la défaillance totale du Liban, d'un Liban qui avait tout perdu, ses amitiés, sa souveraineté, ses supports financiers, même le fonctionnement même de son économie, à qui on reprochait beaucoup de choses. Mais en fait,
Depuis les Phéniciens, c'est une économie de service, d'ouverture vers la mer et d'ouverture vers l'intérieur, c'est-à-dire d'ouverture vers le monde qui s'appelait cananéen, qui s'appelait ce que vous voulez, qui était à une époque perse et qui à une époque babylonienne, et vers le monde occidental dont nous avons traversé les mers, où nous avons créé des ports. Est-ce qu'à côté de la bataille, Ouais. il y a un dialogue qui doit se faire avec le Hezbollah? Est-ce que le camp anti-Hezbollah a quelque chose à lui offrir? S'il est prêt au dialogue, tout le monde est prêt au dialogue. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lui Ce offrir? pays est un pays de dialogue. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? On met sur la table l'avenir du Liban. On ne met pas sur la table des concessions à faire à la suprématie des armes. S'il vous dit Si la- l'État contre les armes, vous acceptez? Il prend l'État et les armes, non. Non, l'État, il Non, dépose je mets ses armes. l'État contre les armes. C'est ça. Pas, je ne lui donne pas l'État en échange des armes. À ce moment-là, je lui dis non, l'État va fonctionner pour te désarmer. Comment? Quand? Ça peut prendre des années, des tas de tractations, peut-être des événements populaires, sécuritaires, mais je ne vais pas livrer le pays corps et âme à un régime qui est un régime des mollahs, qui n'est même pas arabe, et avec un système qui me ramènerait à la Syrie d'il y a 40 ans ou à la Somalie et le Soudan d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit qui fait que les cheikhs nous sortent et disent que si vous descendez en maillot à Amelten ou à Kaslik, vous êtes des damnés, vous êtes des gens qui vont en enfer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, le Liban? Chacun peut mettre ça. Moi, je défends le voile si le voile, les Français qui veulent mettre le voile. Je ne suis pas pour M. Zemmour ou Mme Le Pen, pas du tout. Je suis avec le président Macron. Qu'il y a une république qui a ses valeurs, qui a certaines règles, qu'il ne faut pas outrepasser, mais on ne peut pas porter atteinte. Il peut porter son voile et je peux moins mettre mon maillot. Qu'on me permette au moins de faire cela. Mais changer la société libanaise en une société monolithique, rigide et régie par des mollahs qui appartiennent au Moyen-Âge, non, je vais dire ça, quel que soit le prix. Je vais m'adresser au jeune révolutionnaire que vous étiez Oui. et à l'homme d'expérience que vous êtes. Je suis toujours jeune révolutionnaire, avec l'expérience en plus. Alors je vais m'adresser à un seul homme. Oui. Cet homme aujourd'hui, quel peut être son point de rencontre avec cette jeunesse qui a manifesté le 17 octobre? Tout. Je suis prêt à leur livrer tout le pouvoir. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'ils n'ont pas levé l'étendard souverainiste et qu'ils ne sont pas capables, ni par un programme, ni par leur, comment vous dire, leur coopération entre eux, à présenter un front capable de dire oh, voilà, là, mais qu'a fait, ça suffit. Et Ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu une occasion manquée de votre part, de la part de Walid Jumblat, non, tendre la main? Et ils nous ont, écoutez, à part Sami Jmaïl, par je ne sais quel stratagème, et en partie qui a été accepté. Mais quand on refuse des gens comme le fils Maouad, comme Fares Saïd, comme, qui je vais vous dire, n'importe de ces gens qui sont pas de ma génération, d'une génération bien plus jeune, n'est-ce pas? Et on leur dit non, on ne pactise pas avec vous, alors qu'ils savent que le vrai paquet de voix est encore chez ceux-là. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est une véritable alliance qui amène les partis traditionnels, mais les partis, je vous dis le PSP, un programme de Kamal Jumblat qui date de 1975, qui est beaucoup plus moderne que tout ce que présente le Hirak aujourd'hui. Donc le point de rencontre, finalement, il n'est pas si évident. Il est évident, mais pour qu'on se rencontre, il faut aller l'un vers l'autre. Merci beaucoup, Marouane Hamedi. Merci beaucoup, Lorient Le Jour.
Merci. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.